Bonjour, bonjour, bonjour à tous, amis de l'histoire, du roman historique. Donc on est au second épisode de Don Juan. Je ne vais pas vous réciter Don Juan aux enfers, comme j'avais fait pour Casanova, mais tout y est dans le Don Juan aux enfers de Baudelaire. Et donc tout ce qu'on retrouve dans Molière, dans Don Giovanni de Mozart, enfin dans les nombreuses adaptations donc, du mythe de Don Juan. Voilà, donc je vous avais dit la dernière fois, j'avais pris comme exemple le Don Juan ou l'héroïsme du désir de Camille Dumouillet, et donc c'est un ouvrage universitaire, et donc ça résume bien, ça analyse bien ce mythe, donc c'est intéressant à lire, quoi. Ensuite, il y a beaucoup plus rigolo, c'est le Don Juan de Michel Zevaco, qui est un auteur de la fin du 19e siècle et début du 20e. Et c'est le roman historique qui ressemble un peu au roman historique d'Alexandre Dumas, mais en plus exubérant, en plus... si on doit faire un parallèle avec la peinture, par exemple, c'est un peu l'art pompier, quoi. C'est l'excès dans le genre, quoi. Dans le genre très exubérant du roman historique. Voilà, donc moi j'aime bien, je trouve ça rigolo comme tout. Voilà, donc c'est l'auteur des Pardaillan, par exemple. Tout le monde a vu, au moins à la télé, les Pardaillan avec Jean Marais et consorts. Donc c'était une bonne adaptation finalement de Michel Zevaco. Voilà. Donc il a utilisé ce thème de Don Juan. Alors il y a un livre qui s'appelle Don Juan, Michel Zevaco, qui avait été édité en 1932 chez Talandier, mais l'édition originale de 1916. Et la suite, c'était Le Roi amoureux. Donc il avait fait ça en 2 volets, où il développe le mythe de Don Juan dans ces 2 livres. Donc là, je vous présente simplement le premier tome. Alors ça se trouve un peu sur Internet. Je ne pense pas que ça ait été réédité récemment. C'est assez ancien. Mais c'est à redécouvrir. C'est vraiment étonnant. C'est l'expression de la fin du 19e siècle. C'est la belle époque. C'est comment la belle époque voit cette époque du XVIe siècle, quoi. Voilà, avec le mythe de Don Juan intégré à tout ça. Voilà, donc Michel Zevaco, Don Juan, chez Talandier, donc qu'il faut rechercher sur Internet. Alors je vous ai trouvé des passages, page 7, La Voix. Page 7. Alors, ce fut le soir du 19 novembre 1539, donc 16e siècle, que ceci arriva. Qu'on imagine ce sauvage recoin de la rive espagnole de la Bidasoa et ce vaste silence au fond duquel s'égrenèrent les dernières notes du pipeau d'un chevrier en retraite vers son air. Parmi ces jeunes immobiles, qu'on évoque le groupe impressionnant de ces 20 seigneurs rigides dans leur armure et tout seuls au bord du fleuve, fixant par-delà la frontière un avide regard d'interrogation, ce cavalier vêtu de velours noir, la poitrine chaînée par les insignes de la toison d'or. Dans les ténèbres qui descendaient des Pyrénées, il semblait des bronzes, mais sur l'écran de la nuit, en saisissant relief, se dessinait sa face pâle qu'encadrait une barbe courte et touffue, une face au sourire glacial figé par des lèvres sans pitié, la face volontaire et obstinée, la face indéchiffrable de l'empereur Charles Quint. Il eut un furieux geste, et son tourment lui monta à la gorge, aux rudes paroles métalliques. Donc, ce soir, messieurs, nous ne verrons pas le commandeur Ulua. 8 jours, 8 mortels jours, que j'attends la réponse du roi François. Et cependant, les Flandres s'organisent, les Flandres vont nous échapper, les Flandres m'échappent, mais je veux par l'enfer. Il se courba soudain,
la cloche grêle d'un monastère au loin tintait d'Angélus, et il murmura « Ave Maria gratia plena ». Oh, gronda-t-il, en se redressant pour pouvoir m'élancer et tomber sur les imposteurs qui parlent de liberté, leur rentrer dans leur blasphème dans la gorge et transformer en lac de sang leur terre de révolte, depuis Gand jusqu'à Liège. Oui, mais il faut arriver à temps. Il faut que François me laisse traverser la France. Hulot, que vas-tu m'apporter? Voilà, donc ça donne en quelque sorte le thème, thème historique, quoi, voilà, dans cette première page. Alors, page 15, Don Juan entre en scène. Page 15. Franchissant l'espace et le temps, transportons-nous maintenant à Séville. En la matinée de ce jour où le commandeur Dulois devait éprouver l'étrange phénomène que nous avons exposé tel qu'il se produisit. Nous sommes donc à l'aube de ce 19 novembre 1539, et voici encore endormi l'antique demeure de Hulot, que de beaux jardins entourent de toutes parts, excepté sur la façade qui borde la rue de Las à la Hazama. Les étoiles pâlissent, le frisson de l'aurore palpite dans l'air diaphane. Tout est silence, paix et douceur dans la rude atmosphère et dans Séville assoupie. C'est à cette indécise et charmante minute où naissait un jour nouveau qu'une porte s'ouvrit sur l'arrière du palais et qu'il apparut lui et elle, marchant du pas languide et léger des amants en se tenant par la main. Certes, elle était noblement et harmonieusement belle, mais ce qui faisait qu'on eût pu la voir sans être frappé d'admiration, c'était l'amour qui nimbait son front, le rare et précieux amour qui enchantait dans sa voix, dans son geste, dans son attitude, le pur amour définitif et parfait dont tu étais comme resplendissante, ô Christa. Et tu marchais avec une suprême confiance, comme si le monde eût été ton bien, ô Juan Tenorio, ô Don Juan, Don Juan. Et je ne m'en repens pas, disait Reina Christa. Le pourrais-je? Tu es venu, Juan, et tu m'as pris mon âme. Est-ce que je puis m'en repentir? Il ne faut pas, vois-tu. Et pourquoi te repentirais-tu? Mais mon père, soupira-t-elle en tremblant, ton père, tu diras devant moi, tu es bien fait, chère Christina, tu as bien fait d'aimer ce bon Tenorio qui t'aime tant. Est-ce bien sûr, fit-elle palpitante, que Sanche du Walla ne mourra pas du déshonneur que j'ai apporté à son eau? Quel déshonneur? Tenorio Vohulois, je pense, pour l'antiquité de la race et les hauts faits. Ce n'est pas cela, cher Juan. Je suis en faute. C'est un crime, tu le sais. Quel enfant! Mais c'est qu'elle frissonne. J'ai peur, murmura-t-elle, défaillante. Il la saisit dans ses bras, la réchauffa de ses baisers. Comme tu es belle, c'est vrai, comme tu es enfant. Eh bien, écoute, tu connais bien ce bon père franciscain, le révérend Dominique. Je l'ai conquis, ce digne moine. Et demain, il consent à nous unir. Ah, que dis-tu de cela? Allons bon, voilà qu'elle pleure. Demain, ô cher Juan, comme tu es bon d'avoir pitié de moi. Tu dis demain, quel jour béni ce sera demain. Demain, je naîtrai une deuxième fois à la vie. Mais, calme-toi, dit-il, en riant. Demain, sur le coup de béni, dans la chapelle de Saint-François, si révéré de ton vieux père, tu seras mon épouse, devant les hommes, comme tu l'es devant Dieu. Voilà. Donc c'est du Don Juan tout craché, hein. Des mensonges de partout. Alors, page 105, prière de l'amour. Prière d'amour, page 105. Alors, c'est plus loin. Prière d'amour. 3 jours après cette soirée où Don Juan et Jacquemin Corentin assistèrent à la formation d'une main dans l'espace, le 31 décembre au soir, par un temps sec et froid, Clotaire de Pontus et Léonore de Hella
suivis de Belargent, entrèrent dans Paris et se dirigèrent aussitôt vers la rue Saint-Denis. Ce fut dans l'auberge de la Devinière qu'ils mirent pied à terre. Pour la fille du commandeur, Pontus demanda la plus belle chambre de cette noble hôtellerie, célèbre dans les fastes du temps, honorée par les visites des poètes, fréquentée par maître Rabelais lui-même. Pontus connaissait très bien l'hôte et l'hôtesse, et les tenait pour de dignes bourgeois à qui on pouvait faire confiance. Lorsque Léonore eut pris possession de son logis, il appela Madame Grégoire et lui dit « La noble dame que j'ai eu l'honneur d'escorter jusque chez vous, ne passera guère ici qu'un jour ou deux. Je pense même que, dès demain, elle pourra joindre son père, qui est grand d'Espagne et accompagne l'empereur, lequel, dit-on, doit arriver demain matin. Je vous prie de veiller sur elle comme sur votre propre enfant. Je vous en serai reconnaissant. Vous me connaissez, et vous savez que ce mot a pour moi une signification. » Il sortit pleinement rassuré. Devant le perron, il retrouva Belargent qui se carrait dans un habillement tout battant neuf et le palandrin qu'il avait prenant figure de son valet, de bon valet. Clotaire, lui, désigna la maison qu'il habitait et qui, nous l'avons dit, se situait à peu près en face de la Devinière. Ne bouge pas d'ici ou de la grande salle de l'auberge. Si tu aperçois quelque visage suspect, viens à l'instant me prévenir. Puis il s'éloigna en se disant « Non, non, ce n'est ni Dame Grégoire, ni Belargent qui doivent veiller sur Léonore. C'est toi seul. Ose donc t'avouer que tu n'oses pas. » C'était précisément d'ailleurs cela. Cela ne se formulait pas aussi nettement. Au vrai, il éprouvait un grand chagrin à s'éloigner, et il avait à peine conscience. Mais dans le même temps, il se sentait soulevé par quelque puissance allégresse, et de cette voix profonde, immense, qui le pénétrait jusqu'à l'âme, il ne se rendait pas compte. Seulement c'étaient des regards ravis qu'il jetait sur tout ce qui l'entourait, et il se disait « Comment tout me semble beau, comme ces vieilles maisons paraissent adorablement rajeunies, et ce ciel, ce joli ciel gris de Paris, quelle joie de le contempler maintenant. » Voilà, donc c'est l'atmosphère de ce genre de roman de fin de siècle du 19e. Puisqu'il est question de Belargent, page 184. Page 184, 184, 184. 184. Alors, voilà. Et puisque nous parlons de ce sacripant si utilement employé par le destin à sauver la vertu et à démasquer le crime, voyons un peu ce qu'il devinait. Après la bataille, la halte contemplative devant le cabaret de la rue du Temple, Belargent, affamé et assoiffé, s'était résolument dirigé vers l'hôtel Loredan, dans l'intention de mettre le dit Brissard en demeure de le désaltérer. Ayant trouvé le portail de l'hôtel entrouvert, il se glissa dans la cour et aperçut Brissard qui, en toute conscience et de toute sa vigueur, s'appliquait à faire reluire un harnachement de cheval. Belargent s'approcha et tranquillement demanda « Alors, tu l'as vu ? Tu l'as vu sortir ?» Brissard sursauta et se tourna en criant « Non, non, je ne l'ai... » Ah oui, fit-il calmer soudain. « C'est toi, mon digne Belargent ?»« Non, dit Belargent, laconique. Ce n'est pas toi ? Qui es-tu alors ? Je suis sans argent. J'ai changé de nom. Cela m'ennuyait de porter toujours le même. « Ah ah !» dit Brissard, qui voulait s'évanouir, le rêve d'une seconde visite au cabaret borgne et qui témoigna aussitôt d'une légitime défiance. Belargent constata immédiatement cette défiance, mais il avait plus d'une corde à son arc. « Passe-moi ce harnais de bride, fit-il. Je vais te montrer comment on fait reluire un cuir. On voit bien que tu n'as pas fait campagne. »
Et Belargent se mit à cirer, à frotter, à astiquer, de façon à donner à Brizard la plus haute idée de son savoir-faire. Cette haute idée, Brizard l'a trop déçue d'ailleurs, en abandonnant à Belargent tout le harnachement qu'il avait charge de nettoyer. Il mit ses 2 mains dans ses poches, et d'un ton connaisseur. Ma foi, dit-il, tu astiques très bien. Et le pansage, connais-tu cela? J'y raffine. Je prends un vieux cheval de labour qui n'a vu ni étris ni brosse depuis 6 mois, et en moins d'une heure, j'en fais une bête de luxe, dans le poil de laquelle on peut se mirer. Brizard siffla longuement en signe d'admiration. Oui, reprit Belargent, seulement ça donne soif. C'est bon, dit Brizard. Nous irons tout à l'heure au Belargent. C'est moi qui paie. Voilà, c'est un épisode. Alors, page 241, le voix d'âme. Page 141. Page 141. C'est un peu vers la fin, quoi. Hein. 141, d'accord. Alors, Loredan arrange son mariage avec Léonora Dulois. Il était 1 heure du matin lorsque le comte de Loredan entra en son hôtel du chemin de la Corderie. Dans la cour, il trouva Brizard qui attendait mélancolique une lanterne à la main, le moment de s'aller coucher pour dormir de son meilleur sommeil, exempt d'insomnie, car depuis le départ de l'homme mort, les noirs soucis venaient bien rarement le visiter. Disons mélancolique, parce que tel était son état mental. Chaque fois qu'il avait bu, or Brizard, cette nuit-là, avait bu plus, et même que le jour de sa visite à la taverne du Belargent, on va voir comment. Loredan, donc, aperçoit son valet, l'attira à lui d'un signe impérieux, comme le tourbillon de vent attire la feuille sèche, et lui demanda « Ce gentilhomme, tu l'as vu entrer? Lequel, bon sang? Quel gentilhomme? Celui que j'ai vu sortir? Attention, Brizard, dit Loredan, tu sais que les étrivières ne sont pas loin. Je te parle d'un gentilhomme de mes amis qui a dû venir ici entre 11h et minuit. Si c'est cela, oui, monsieur, je l'ai vu entrer. C'est un généreux gentilhomme, il m'a donné une pièce d'or. Mais c'est peut-être une monnaie du diable, car elle ne porte point l'effigie de notre sire, ni la salamandre. Brizard montra la pièce, suspecte que Loredan examina à la lueur de la lanterne. C'est un corolus d'or, dit le comte, en rendant la pièce à Brizard, qui ôta son bonnet. Un carolus d'or? Oh, les pauvres 12 carolus de Jacquemin Corentin. Et que fait-il? Où est-il? Reprit Loredan. Dans la salle d'honneur, il mange, monsieur, et de bon appétit. Les confitures y ont passé, c'est-à-dire, il boit aussi, et du fameux. Il m'en a fait vider 2 flacons. C'est un bon généreux de seigneur. Il m'a demandé s'il ne se trouvait pas dans l'hôtel quelques princesses à qui il put baiser la main. Quelle princesse? Dit Loredan étonné. Ah dame, comme je ne connaissais pas de princesse, j'ai été lui chercher au Belargent. Émeline, la Borghese, à qui il manque 3 dents. Sur le devant que lui brisa d'un coup de poing Lancelot qui est garde au temple. Et alors, gronda Loredan, mis en méfiance. Alors, quand il l'a vu, il s'est mis à crier comme un putois. Et cette pauvre Ameline, monsieur, l'a appelé un objet d'horreur. Et il lui a donné 2 soufflets pour avoir osé lui montrer une figure qui lui donnerait le cauchemar qu'il a dit de bon sang. Après quoi, il l'a forcé de manger le reste des pâtisseries et il lui a donné 2 pièces d'or, pareilles à la mienne. Une pour chaque soufflet qu'il a dit bon sang. Voilà. C'est du Michel Zévaco tout craché. Voilà, donc c'est du roman historique ancien, quoi. Mais c'est intéressant à redécouvrir. Donc lisez, si vous le pouvez, si vous le trouvez, hein, Don Juan de Michel Zévaco, hein, un auteur de la fin du XIXe siècle, anarchiste, libertaire, hein,
être bizarre, antisémite aussi, c'était l'époque, hein, voilà. Donc c'est de la littérature d'époque, de la fin du 19e siècle, début du 20e. Voilà, je vous dis dans quelques temps, hein, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, hein, voilà, parce que c'est un peu la période des vacances quand même, donc je vais peut-être m'enfuir. Et puis je vous dis quand même à bientôt, hein. À très bientôt.